Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce débat. Voilà, je manque de souffle parce que j'ai couru pour aller chercher une chaise, ça commence mal. Pour ce débat consacré à la manière dont Mediapart enquête sur les ministres, en particulier les nouveaux ministres, à ce moment un peu décisif de la vie politique qui est la nomination d'un nouveau gouvernement. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un moment qui cristallisait beaucoup de questions autour de notre travail. Est-ce qu'on a des dossiers tout prêts, qu'on dégaine, hop, une fois que les gens sont nommés, et d'ailleurs qu'on attendrait ce moment-là pour les sortir, parce que ça aurait plus de valeur en termes d'information. Est-ce qu'on se concentre, enfin sur quels ministres on se concentre, ceux qui sont le plus éloignés de nous peut-être politiquement, ou pas. Qu'est-ce qu'on cherche uniquement des problèmes fiscaux ou liés au patrimoine, ou est-ce que désormais, et peut-être de plus en plus, on se concentre aussi sur des sujets liés à des violences conjugales, sexuelles, etc. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on cherche en fait, et on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un débat sur ce sujet, puisque ces derniers mois, on a sorti deux grosses informations sur deux ministres, donc à la fois Amélie Oudéa-Castéra et Agnès Firmin-Lebaudot, qui ont dans les deux cas abouti à ce qu'elles quittent leur fonction. Alors Amélie Oudéa-Castéra, vous le savez, est toujours ministre des Sports, mais elle n'est plus ministre de l'Éducation nationale, et Agnès Firmin-Lebaudot, qui avait été promue ministre de la Santé, a également dû faire ses bagages. Alors pour discuter de tout ça, on s'est dit que ce serait bien de le faire de façon très transversale, avec des représentants de trois services du journal. D'abord, je commence par le service enquête, Antionne Rouget, parce qu'en plus tu as travaillé non seulement sur le cas Firmin-Lebaudot, mais sur plein d'autres ces dernières années, donc tu pourras aussi nous parler, qu'il s'agisse de Cailleux ou d'autres par exemple. Le service société, avec Mathilde Goanec, qui s'occupe en particulier de la rubrique éducation et qui est à la responsabilité du service. David Perrotin, qui s'occupe en particulier des sujets de discrimination. Et puis le service politique, Ilyes Ramdani, qui s'occupe en particulier de l'exécutif. Voilà, et moi-même, je suis aussi au service société. Je suis Mathilde Mathieu. Voilà. Alors, peut-être on peut commencer par vous raconter les coulisses des deux dernières affaires là, de ces derniers mois, donc à la fois AOC et Firmin-Lebaudot. Donc peut-être, David, tu peux commencer, puisque c'est toi qui as de longue date travaillé sur l'établissement Stanislas, qui lui a valu beaucoup de problèmes à cette ministre de l'Éducation nationale. Et puis après, peut-être toi, Antionne. Et l'idée, c'est quand même que vous ayez le plus de temps possible pour nous poser vos questions. Voilà, David. Je vais essayer de faire pas trop long, comme ça on pourra y revenir si jamais il y a des questions. Mais c'est vrai que l'affaire qu'on a appelée l'affaire Oudéa-Castéra, en fait, elle commence pas, mais en tout cas, Mediapart commence à s'intéresser à l'établissement dans lequel sont scolarisés ces enfants bien avant, puisque 2 ans avant, en juin 2021, si je dis pas de bêtises, avec une pigiste de Mediapart, Lorraine Poupon, on avait enquêté sur Stanislas, justement, pour mettre en lumière de nombreux dysfonctionnements, et notamment de nombreux discours homophobes enseignés aux enfants, ou de discours et d'éléments anti-IVG qu'on pouvait trouver dans les manuels scolaires. C'est deux problèmes parmi tant d'autres. Et c'est vrai que peut-être l'avantage en tout cas de Mediapart et la richesse, c'est que quand on sort des grosses enquêtes, on est un peu obsédé par son sujet, donc on suit ces sujets. Donc quand on avait révélé les problèmes autour de cet établissement, régulièrement, on avait cherché à savoir quelles étaient les suites données. Et c'est vrai qu'on avait une petite déception, puisqu'il y avait un silence politique assez important, avec à l'époque Pape Ndiaye, qui était ministre de l'Éducation, et qui n'avait pas réagi à ces révélations. Nous, on souhaitait savoir si une enquête administrative avait été diligentée. On avait même publié un parti pris pour dénoncer un petit peu le silence du ministre de l'Éducation et du gouvernement. Et il se trouve que quelques jours plus tard, une enquête avait été diligentée. Et donc, comme c'est le cas, on avait suivi. Et 6 mois après, on avait demandé si on pouvait avoir les conclusions de l'enquête, puisqu'on la savait terminée. Il y avait un refus à chaque fois de nous dévoiler les conclusions de l'enquête. Et il se trouve que lors de ce remaniement, on apprend grâce à une information de Michel Deléan, qui est un collègue du service enquête, que la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, a ses 3 enfants scolarisés au sein de l'établissement. Donc, on y reviendra, mais
sur le calendrier, en fait, c'est surtout pour nous, journalistes, une heureuse coïncidence, puisque on avait des éléments sur Stanislas, il était dans nos radars. Une semaine avant, j'avais écrit au ministère de l'Éducation une nouvelle fois pour avoir les conclusions de cette enquête administrative. Et donc, on a cherché assez rapidement, et c'est un travail très collectif, puisque l'idée, c'était de se faire confirmer qu'elle avait bien ses enfants au sein de l'établissement et d'avoir une réaction de la ministre, puisqu'on pensait que politiquement, ça avait un intérêt, en tout cas, de savoir ce que pouvait dire une ministre de l'Éducation qui a ses propres enfants dans un établissement privé, sous contrat, catholique, et sous le coup de plusieurs enquêtes. Et donc, c'est comme ça qu'on publie la première révélation. Ilyes va essayer de faire une interpellation, c'est-à-dire, puisqu'elle ne nous a pas répondu dans notre article, on va trouver la ministre lors de son premier déplacement, et c'est la fameuse vidéo que des millions de personnes maintenant ont vue sur ces déclarations tout à fait maladroites pour justifier la scolarisation de ses enfants. Peut-être qu'on pourra détailler après, mais voilà un petit peu on va dire les prémices, et en tout cas pour dire que peut-être que si ça avait été un autre établissement sur lequel on n'avait pas enquêté, on aurait tardé, ou d'autres médias auraient révélé l'information. Mais là, l'élément déclencheur, c'est qu'en fait, tout était réuni. Un établissement problématique sous le coup d'une enquête, un ministère qui ne veut pas dévoiler l'enquête, et une ministre qui scolarise ses enfants, qui devient ministre de l'Éducation. Et juste pour dire, et peut-être on pourra parler après de la question du feuilletonnage, mais évidemment que quand on révèle cette information, tout se met en branle à Mediapart pour essayer d'obtenir ce rapport d'inspection que le ministère de l'Éducation ne souhaite pas dévoiler. Et c'est vrai que là, la force du collectif, le fait qu'on a arrosé nos sources pour essayer d'avoir ce rapport coûte que coûte, fait qu'une semaine après, on peut publier le rapport caché par le gouvernement qui, de fait, confirme un peu tous les éléments qu'on avait révélés, mais va même encore plus loin sur les dysfonctionnements de cet établissement. Et peut-être une question, pardon, Antoine, à Mathilde, d'abord, parce que, en fait, on peut dire qu'il y a un autre journaliste, un journaliste du Nouvel Obs, qui avait l'information sur le fait, à peu près en même temps que vous, sur le fait que les enfants d'Amélie Oudéa-Castéra étaient à Stanislas, qu'il a d'ailleurs publié, mais si je me souviens bien, un peu au fin fond d'un article, ne jugeant pas visiblement que c'était une information hyper intéressante. Est-ce que, Mathilde, tu peux nous dire pourquoi, à ce moment-là, nous, on se dit c'est intéressant et il faut tirer les fils. Et au passage, pourquoi c'est pas, selon toi, selon nous, une information qui a trait à la vie privée et au contraire, une information qui mérite d'être creusée? Oui, tout à fait, sans critiquer ce collègue, c'est vrai qu'il a peut-être raté un truc, mais ce confrère, mais c'est vrai que la question de l'enseignement privé sous contrat à Mediapart, c'est pas forcément sous le biais d'enquête, quoique on en a fait aussi, mais c'est aussi un sujet qu'on laboure aussi par un dialogue aussi entre Mathilde et moi, sur le fait que c'était important, que c'était un sujet important à continuer à travailler sur le financement du privé sous contrat, le contrôle du privé sous contrat, la manière dont ça s'articulait avec un enseignement public dégradé. Donc voilà, ça c'est différents sujets, différentes analyses, différentes enquêtes qui ont aussi créé ce déclic quand on apprend cette information sur Stanislas en se disant mais en fait c'est quand même majeur, quoi. C'est pas anecdotique, ce n'est pas qu'un choix personnel. Et après Amélie Oudéa-Castéra elle-même raccroche ça par sa déclaration très maladroite sur l'école publique. Elle enclenche en fait une forme de dynamique autour de cette affaire et un intérêt autour de cette affaire parce que elle-même elle en fait un sujet politique. Nous on considérait déjà que c'était un sujet d'intérêt général parce que ça pose la question de qu'est-ce qu'elle va défendre comme ministre au-delà de Stanislas, qu'est-ce qu'elle va défendre comme politique éducative. Donc voilà, c'est aussi pour rappeler l'importance d'avoir parfois des petites obsessions aussi, même en termes de politique publique, chacun dans nos champs, pour que ça nourrisse, pas forcément par des papiers d'enquête, mais aussi par des différents papiers d'analyse, d'analyse, de reportage, en allant voir les profs, en écoutant leurs paroles sur ce que cette affaire disait, ce que cette affaire révélait, et je crois que le public l'a aussi compris comme ça, mais vous aurez peut-être des réactions là-dessus. Peut-être pour faire le lien avec une autre affaire qu'on a sortie en décembre 2023, concernant Agnès Firmin-Lebaudot, donc éphémère ministre de la Santé. Juste, il y a un enjeu peut-être pour prolonger de temporalité en fait sur ces dossiers, et
moi je vois très bien le biais qu'il peut y avoir depuis le public sur la manière dont on peut travailler, avec une image un peu de tir au pigeon en fait. Comme si on attendait impatiemment. Il y a même sur internet, c'est devenu un peu des blagues. Il y a des gifs là-dessus avec Edoui Plenel qui attend sur son canapé avec la pile de dossiers et qui dit bon bah alors ils vont nous envoyer qui quoi. C'est pas du tout notre état d'esprit, mais il y a quand même un enjeu de temporalité qui est hyper important. Pourquoi Michel Deléan a l'information sur le fait que les 3 enfants d'Amélie Oudéa-Castéra sont à Stanislas? Parce qu'elle est précisément nommée ministre de l'Éducation nationale. Et il y a un effet déclencheur, en fait. Pas chez nous, mais chez le public. Dans le public, sur des personnalités qui accèdent, ou des responsables publics qui accèdent à un haut niveau de responsabilité, justement, et qui sont soudainement visibilisés. Elle était ministre des Sports, mais elle était un peu en dehors des radars. Et il y a toujours, en fait, une image de ligne de flottaison, quoi. Et dès qu'il dépasse, eh ben, en fait, ça réveille tout un tas de sources, de témoins, etc. Ça avait été le cas au tout début du premier quinquennat Macron sur les affaires Darmanin. Les victimes de l'affaire Darmanin expliquent très bien que c'est quand elles ont vu sa tête à la télévision et le fait qu'il intègre le gouvernement d'Emmanuel Macron qu'elles ont appelé l'Élysée et puis la presse pour alerter ce qui se passait. Donc il y a quelque chose pour moi de très sain de ce point de vue-là à assumer qu'il y a un agenda à partir de la nomination de personnalités qui en fait accèdent aux plus hautes responsabilités et donc pour nous qui revêtent évidemment un intérêt majeur. Dans le cas d'Agnès Firmin-Lebaudot, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un dispositif un peu différent, c'est qu'elle était déjà visée par une enquête judiciaire. Donc ce n'était pas un questionnement éthique, politique, de positionnement lié à ses nouvelles fonctions. Elle était déjà membre du gouvernement, elle était ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, et elle était visée par une enquête judiciaire parce que dans ses fonctions privées, dans sa profession, elle est donc pharmacienne à la tête d'une pharmacie. Elle a reçu l'équivalent de 20 000 € de cadeaux de la part d'un laboratoire pharmaceutique, ce qui est, je le rappelle, totalement interdit pour les professionnels de santé. Elle a été visée par une enquête judiciaire depuis l'été 2023, et ce qui se passe dans ce cas de figure-là, c'est qu'il y a des remontées d'informations parce qu'il s'agit d'une personnalité exposée. Et donc le parquet, le procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites en France, qui est lié statutairement au pouvoir politique, fait remonter l'information par une chaîne hiérarchique jusqu'au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti qu'une membre du gouvernement, en l'occurrence ministre délégué, est visée par une enquête judiciaire. Donc c'est une information qui n'est pas connue du public, qui n'est pas connue de nous, mais dont le pouvoir a parfaitement connaissance, y compris au moment où Agnès Firmin-Lebaudot est nommée ministre de la Santé. Et nous, on va la révéler avec Caroline Coq-Chaudorge, qui est la première à travailler sur cette affaire, et c'est aussi pour ça qu'on est transservice, c'est qu'il y a des moments d'accélération en fait dans ces dossiers-là. Et Caroline, elle a une information d'une source extrêmement fiable sur l'existence de cette affaire, et c'est vrai qu'elle en parle au Pôle Enquête, elle nous en parle plusieurs semaines ou quelques jours avant, et au moment où le nom d'Agnès Firmin-Lebaudot apparaît en fait dans les indiscrétions qu'on peut avoir sur le fait qu'elle va remplacer Aurélien Rousseau au ministère de la Santé, eh bien ce sujet va prendre une importance encore plus dominante pour nous parce que il y a un vrai questionnement sur le fait que le pouvoir en connaissance de cause va promouvoir et va élever finalement à un échelon encore supérieur une ministre qui est visée par une enquête judiciaire. Il faut bien savoir qu'il y a quand même quelques années, c'est pas un âge préhistorique, mais c'était avant 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron, le fait d'être visé par une enquête judiciaire pouvait conduire le président de la République ou le Premier ministre à évincer un ministre de son gouvernement. Et on a vu depuis 2017 qu'il y a eu une forme d'accoutumance et aux procédures judiciaires qui visent le personnel politique et qu'on est passé à différentes étapes avec d'abord François Bayrou qui avait été exfiltré en 2017 parce que visé par une enquête, jusqu'à avoir des ministres mis en examen, voire jugés alors qu'ils sont en fonction. Et nous, en fait, c'est par ce prisme-là que moi, j'ai décidé avec Caroline d'accélérer sur la révélation de l'enquête qui visait Agnès Firmin-Lebaudot sur la responsabilité en fait du pouvoir en connaissance de cause d'accorder une promotion à cette ministre qui était visée par une enquête et en plus sur des faits relativement accablants pour une ministre de la Santé d'avoir reçu des cadeaux d'un labo pharmaceutique, mais c'était
extrêmement intéressant de constater que leur réception à eux, et y compris à elle en tant que ministre, quand on lui a adressé les questions, donc dans le cadre du contradictoire, c'était le matin de son arrivée au ministère, et donc elle a directement fait le lien, comme si on était dans ce fameux jeu de tir ou pigeon, alors que toute la chaîne hiérarchique du ministère de la Justice était informée depuis l'été précédent que cette enquête était en cours. Moi, j'ai une question pour toi, en fait, que j'ai envie de te poser, que je t'ai même pas posée ces derniers temps. Mais en fait, est-ce que, puisque toi, tu es en charge de l'exécutif, en fait, est-ce que avant la nomination d'un gouvernement, tu as des coups de fil, des échanges avec des gens dans les cabinets à l'Élysée, à Matignon, qui essayent un peu de savoir si Mediapart a des billes sur qui, où est-ce qu'on en est, comment tu réagis dans ces cas-là? Et puis quand même aussi, pour rejoindre ce que disait Antione, là, ton regard sur l'évolution ces dernières années d'Emmanuel Macron vis-à-vis de cette question des dossiers, des affaires judiciaires en cours, etc. C'est-à-dire que finalement, est-ce que la meilleure réponse qu'ils n'ont pas trouvée face aux menaces, entre guillemets, que font poser des médias comme nous, c'est de nommer des gens dont on connaît déjà parfaitement les affaires, qui sont déjà mis en examen, comme ça, on craint rien? Bonjour à tous déjà, bonjour à toutes. Il n'y a pas de coup de fil pour nous sonder. J'imagine qu'ils ont un petit peu une estime un tout petit peu respectable de notre déontologie, etc. Et puis de toute manière, ils ont un fonctionnement en termes de... les remaniements, les nominations sont très centralisés autour d'Emmanuel Macron et d'Alexis Kohler essentiellement. Et donc il y a très peu de choses qui fuitent tard, voire qui ne fuitent pas. Et en revanche, cette croyance que tu décrivais, Antione, que Mediapart a une grande étagère avec des noms classés de A à Z et que dès qu'il y a une nomination, on ouvre le tiroir et on regarde ce qu'on a sur tel client, elle est partagée, et moi ça m'étonne à chaque fois, y compris par certains ministres, certains conseillers, qui pensent qu'effectivement on a le bouton nucléaire, quoi, et qu'on attend leur nomination pour jouer, que c'est pour dégainer ce qu'on a en stock. Donc on essaye de démonter régulièrement ce mythe. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas totalement. Ensuite, sur la doctrine d'Emmanuel Macron, effectivement, il y a, en termes de communication, ils ont trouvé la parade, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui presque théorisé, intégré le fait que quand on sortait une enquête, il fallait immédiatement s'en prendre aux messagers, entre guillemets, s'en prendre à Mediapart. C'est la vieille rhétorique sarkozyste de l'officine. Alors, c'est pas exactement dans les mêmes termes avec Emmanuel Macron, mais il y a quasi systématiquement maintenant une rhétorique qui consiste à dire de toute façon, on vous connaît, vous êtes dans une entreprise politique. Cette accusation permanente de franchir la ligne rouge de la vie privée, y compris sur Agnès Firmin-Lebaudot, alors que c'est une affaire judiciaire qui touche pas à sa vie privée, il y avait cette rhétorique de dire vous en faites des tonnes pour quelque chose qui est très commun dans le monde de la pharmacie, vous confondez totalement ses fonctions professionnelles passées avec son engagement politique, etc. Donc aujourd'hui, ils sont très vigilants, eux, aux reprises, à l'écho qu'ont nos enquêtes. C'est un peu ça qui dicte chez eux la ligne à suivre. Et quand on sort quelque chose, ils ont toujours l'espoir que ce soit peu repris, que leur contre-feu de communication fonctionne. Et il y a toujours une bataille qui s'installe, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il y a toujours une bataille qui s'installe dans les jours qui suivent, où ils essayent d'installer un contre-récit qui généralement s'en prend soit à Mediapart, soit à ses arrière-pensées politiques, etc. Parfois ça marche, parfois ils réussissent, parce qu'ils ont quand même des leviers de communication, des leviers dans les grands médias qui réussissent parfois à étouffer l'écho de certaines de nos révélations. Et quand ça ne fonctionne pas comme Amélie Oudéa-Castéra, là ils se retrouvent effectivement, ou Agnès Firmin-Lebaudot d'ailleurs, à devoir changer de disque, entre guillemets, et à devoir répondre sur le fond. Mais les réponses sur le fond, elles sont pour nous absolument pas évidentes à avoir. Tu disais, David, sur Amélie Oudéa-Castéra, quand on a cette information et qu'on la recoupe, c'était un jeudi soir la nomination, et qu'on la recoupe jeudi soir assez tard, on communique tout de suite nos questions, et en fait, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas malgré plusieurs relances, le vendredi matin, le vendredi en fin de matinée, le vendredi midi, et on reporte, nous, la publication de cet article qui était prêt, jusqu'à vendredi en début d'après-midi de mémoire vers 13h. Et ils font le choix de ne pas nous répondre. En se disant, ça ne fonctionnera pas, ça n'aura peut-être pas beaucoup d'écho, il faut essayer d'étouffer au maximum. C'est quelque chose qui est très réfléchi chez eux.
Et donc quand on arrive à ce déplacement que David décrivait dans un collège des Yvelines, et que Amélie Oudéa-Castéra voit qu'on est là, donc c'est moi qui suis là avec Bérénice Gabriel sur place, et qui je dis à Amélie Oudéa-Castéra en off, entre guillemets, en tout cas pas devant les caméras, l'image que tout le monde a vue, je lui dis qu'on veut lui poser cette question, qu'on aimerait avoir une réponse, qu'on peut prendre un temps calme, entre guillemets, que il n'est pas nécessaire que ce soit devant toutes les caméras. On lui propose cet échange. Et elle nous dit non, je veux répondre devant les caméras, je vous réponds tout à l'heure. Elle s'isole ensuite avec Gabriel Attal, le Premier ministre, et certains de leurs conseillers, pour lui dire Mediapart va me poser cette question, j'ai envie de répondre. Ça, c'est quelque chose qu'on a raconté ensuite, où Gabriel Attal essaie de la dissuader de répondre en disant réponds le strict minimum, dis que c'est ta vie privée. Et justement, Gabriel Attal, qui est un fin communicant, qui lui a tout de suite conseillé de jouer cette carte-là de c'est ma vie privée, ne vous en mêlez pas. Et Amélie Oudéa-Castéra qui lui dit je veux répondre, et qui se retrouve à répondre, à faire la réponse que David décrivait et que vous avez tous vu. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours chez eux cette volonté d'étouffer nos enquêtes ou d'en diminuer la portée en jouant cette accusation. Et d'ailleurs, quand elle commence sa réponse, elle commence par dire je ne vais pas esquiver votre question de mémoire, je vais vous raconter l'histoire de ma famille. Moi, quand elle dit ça, très honnêtement, en fait, je suis pas très serein, parce que je me dis mince, il y a peut-être un truc. Enfin, elle va peut-être j'ai pensé à 1000 trucs en 3 secondes, en me disant là, je vais passer pour un idiot devant toute la France. Et ensuite, elle fait cette réponse où je me dis bon, d'accord, en fait, voilà. Mais quand même, c'est-à-dire qu'au début, il y a cette volonté d'installer le débat sur c'est ma vie privée, mais puisque vous êtes un média totalement intrusif qui ne respecte pas la vie privée, je vais répondre. Et elle le refait à l'Assemblée nationale en disant Mediapart m'a traqué, m'a poussé à répondre sur ma vie privée, je n'aurais pas dû me laisser entraîner sur ce terrain. Une réécriture qui, pour nous, c'est vrai, est un peu... c'est quand on connaît à la fois elle avait les questions par écrit la veille, on lui a proposé de répondre par écrit, par téléphone, de façon informelle entre guillemets, et c'est elle qui a voulu cette mise en scène et qui a eu le temps de penser à sa réponse, de l'écrire probablement, etc. Donc c'est vrai que il y a dans leur rhétorique après nos enquêtes quelque chose qui montre aujourd'hui la certitude qu'ils ont, qu'ils peuvent balayer les révélations de Mediapart avec une contre-communication qui de fait parfois fonctionne. J'ai une question pour Mathilde, j'en profite, c'est le moment où on pose en public les questions qu'on n'ose pas. Non, parce qu'elle était au Pôle Enquête avant. Tu as beaucoup travaillé, notamment pendant le quinquennat de François Hollande, sur des nominations de ministres. Et moi, ce qui me stupéfait un petit peu, et j'aimerais avoir ton regard là-dessus, c'est à quel point le pouvoir politique, et notamment l'Élysée, en fait, nomme parfois des personnalités dont il sait pertinemment qu'ils ont des casseroles. C'était le cas récemment de Caroline Cayeux sur des questions fiscales, en fait. Donc, il y avait des remontées d'informations et le pouvoir savait qu'il y avait une difficulté qui allait forcément à un moment être publicisée. Mais ça a été aussi le cas dans un dossier que tu as traité sur la nomination de Thomas Thévenoud, qui avait des problèmes de phobie administrative et en fait l'information était connue en réalité au moment où il a été nommé. Comment t'interprètes, enfin déjà comment ça se passe et comment t'interprètes du coup la prise de risque politique en fait de se retrouver dès l'annonce du remaniement dans une polémique? Merci Antoine. J'adore, on fait comme la majorité à l'Assemblée nationale, on se fait ce qu'on appelle des questions sucettes aux questions au gouvernement. On les a pas écrites avant, c'est vrai. Oui, alors c'est vrai, moi j'ai travaillé en 2014 sur l'affaire Thévenoud, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que peut-être pas pour les plus jeunes d'entre vous. En fait, Thévenoud, il ne déclarait pas ses revenus et il ne payait pas spontanément ses impôts. Je dis spontanément parce qu'il était quand même prélevé d'office au bout d'un moment. Mais alors c'est vrai que le fisc était évidemment au courant de sa situation. Il était d'abord député, c'était un député socialiste, donc on est sous François Hollande avec Manuel Valls à Matignon. Le ministre du Budget connaissait sa situation. Voilà, il avait des dizaines de milliers d'euros d'impôts de retard. Il payait chaque année, enfin, il était prélevé chaque année avec des fortes pénalités. Il est nommé fin août 2014 au gouvernement, il devient secrétaire d'État au commerce, alors qu'en effet, l'exécutif
connaît sa situation, et alors même que il avait été envisagé quelques mois plus tôt qu'il entre au gouvernement et que François Hollande avait, semble-t-il, dit non, précisément pour cette raison-là. Et puis fin août, apparemment, dans un peu les moments de panique, il faut constituer une liste de ministres, semble-t-il, certains oublient. Et donc le voilà nommé. Et dans un premier temps, ça ne pose aucun problème. On lui dit quand même, le ministre du Budget, qu'il faudrait qu'il règle ses arriérés d'impôts, ce serait quand même bien. Donc il met quelques temps à faire un chèque, et puis tout tourne mal, parce qu'en fait, Mediapart enquêtait sur Thévenoud, et donc Manuel Valls finit par lui dire au bout de quelques jours non mais je sais que Mediapart enquête, donc il faut que tu t'en ailles, tu rentres chez toi, tu renvoies ta voiture avec chauffeur, et bye bye. Mais c'est donc en effet la preuve qu'il a été nommé malgré tout ça, que quand il était député, par ailleurs, ça ne posait donc aucun problème à personne. Et alors c'est vrai aussi que moi j'avais eu quelques échos sur sa situation quand il était député. J'avais eu une alerte, une rumeur selon laquelle il ne payait pas ses impôts, mais j'en avais encore rien fait, précisément parce qu'il était assez peu connu à l'époque et qu'il y avait d'autres priorités. Et c'est vrai que c'est au moment où il entre au gouvernement où, en effet, j'accélère les vérifications, où je finis par poser des questions à des personnes assez haut placées au sein de l'appareil d'État, et jusqu'à faire savoir que j'enquête, qu'on va sortir l'info. Et donc il est démis de ses fonctions et démissionne pour, dit-il, motif personnel. Donc c'est à ce moment-là que j'écris seulement à ce moment-là le premier papier sur Thomas Thévenoud pour expliquer de quoi il s'agit vraiment. Et en fait, on est donc il y a 10 ans, et à l'époque, c'est fou comme ça paraît vieux quand même, mais le fait de ne pas payer ses impôts, ça paraissait pas être complètement rédhibitoire. Alors il a été condamné pour fraude fiscale définitivement en 2019. Il a pris 1 an avec sursis et puis je crois 3 ans d'inéligibilité. Mais surtout, ces révélations, moi, ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est qu'elles ont abouti à des changements législatifs, puisque quand Macron fait ses grandes lois, grandes entre guillemets, de moralisation de la vie publique, il y a un article qui prévoit que désormais tous les députés, tous les parlementaires d'ailleurs, quand ils sont élus, ils sont passés au scan par le fisc, et qu'ils ont 1 mois pour se mettre en régularité avec le fisc, et que s'ils ne le font pas, ils peuvent être déchus de leur mandat. Donc c'est typiquement une affaire qui a permis de faire bouger les lignes et bouger la loi, et je crois que c'est pareil pour les ministres maintenant, leur situation est vérifiée. Voilà, je ne sais plus quelle était la question. Mais... non, juste pour ajouter un tout petit point, on surestime parfois leur degré de préparation, de concertation, de professionnalisme presque. Moi je le dis d'autant plus qu'avant de couvrir l'exécutif, j'étais persuadé que j'avais une sorte d'image un peu fantasmée peut-être de l'appareil d'État, de sa puissance, de sa capacité à tout savoir, tout connaître, et j'avais peut-être le préjugé que les remaniements, évidemment, parce que de l'extérieur, on se dit, comme vous peut-être, mais comment ils peuvent nommer des ministres en n'ayant pas vérifié des choses aussi basiques que celles que révèlent les médias quelques jours, quelques semaines après. Et plus je couvre l'exécutif et plus je connais aujourd'hui celles et ceux qui nous gouvernent, et plus j'insiste parfois sur leur impréparation et leur degré parfois d'improvisation, ça fonctionne parfois comme une petite association loi 1901 un peu désorganisée, et c'est toujours frappant pour nous, y compris sur les remaniements. Alors il y a effectivement des nominations qui sont prévues plusieurs jours, plusieurs semaines avant, où l'État a le temps de vérifier, de faire fonctionner certaines administrations centrales, etc. Il y a quand même toute une flopée de nominations, y compris au plus haut sommet de l'État, qui se passe dans une précipitation hallucinante. Les remaniements, les derniers en date, 30 minutes, 45 minutes avant l'annonce de la liste gouvernementale, la dite liste n'était pas consolidée. Et il y a plusieurs ministres qui apprennent leur nomination ou leur affectation dans les dernières minutes, j'oserais presque dire parfois à la télévision, mais il y a vraiment et je pense que ça explique aussi parfois certains trous dans la raquette.
tout ça additionné quand même à une forme de culture ou de culte du secret au sommet de l'État sous ce président de la République, avec une... Alors je sais pas si c'est une paranoïa, mais une sorte de méfiance. Emmanuel Macron a beaucoup insisté là-dessus après le quinquennat de François Hollande en disant c'était des amateurs, tout fuitait, tout le monde était au courant de tout. Avec nous, rien ne fuitera. Et de fait, il dit très peu de choses autour de lui. Et ce qui fuite en général, est ce que Emmanuel Macron choisit de faire fuiter, en tout cas sur ces questions-là. Donc il y a additionné à leur impréparation et parfois à des considérations de dernière minute qui sont très triviales. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il manque une femme, on se rend compte que, en fait, Horizon est mal servi, il faut vite rajouter un Horizon. Le Modem, pareil, on s'est retrouvé au dernier remaniement, par exemple, avec Marina Ferrari, qui est une députée Modem qui a été nommée au gouvernement. Personne, y compris au Modem, ne s'y attendait. Elle, je pense, 2 jours avant, ne s'y attendait pas du tout. C'est juste qu'à un moment, il fallait un 4e membre du gouvernement Modem pour respecter les accords un peu politiques entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Il fallait que ce soit une femme. Il y avait un enjeu régional aussi de couvrir tout le spectre géographique au moins hexagonal. Et on s'est retrouvé avec la nomination de Marina Ferrari, totalement inconnue, qui n'est pas du tout préparée à cette nomination. Donc voilà, tout ça pour expliquer quand même qu'il y a de leur part une accélération aussi dans les derniers moments qui laisse passer certains cas comme ceux qu'on vous décrit. Voilà. Juste à rajouter un tout petit mot, parce que c'est vrai que Thévenoud me refait penser à tout ça, mais enfin quand même, on a donc 2019, c'est Flessel. C'est toi ça aussi, Antoine, qui ça ouais. Il y a Cailleux 2022, Griset 2019. En fait, on en a un par an, quasiment. Et c'est comme s'ils avaient en effet toujours pas intégré qu'il fallait qu'ils checkent les patrimoines, la situation fiscale, mais en amont quand même des nominations. Et puis il y a une phrase de Jean-Louis Nadal qui me revient à l'esprit, je ne sais pas si vous voyez qui c'est un ancien haut magistrat et qui a été le premier président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est cette instance indépendante qui fait les vérifications patrimoniales, fiscales, etc., dont on parle là. Et lui, il avait ressorti une vieille note du Trésor public, un truc qui datait de 1937. C'était un peu un vadémécum du Trésor public qui disait déjà à l'époque « Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée ». Et c'est vrai que moi j'adore cette phrase parce qu'on dit beaucoup l'ensauvagement de la société, etc., la petite... Mais alors l'ensauvagement de nos élites politiques qui toujours ne sont pas, pour partie bien sûr, pas toutes, mais toujours pas au clair sur leur patrimoine, qui savent toujours pas correctement évaluer leurs biens immobiliers, qui ne savent toujours pas remplir une déclaration d'impôt, qui ne savent toujours pas les payer. Enfin voilà, l'ensauvagement il est un peu là aussi. Mais on va peut-être vous passer le micro pour les questions. Merci et bravo pour le travail que vous faites. Alors c'est une remarque qui porte pas forcément sur le sujet de votre travail sur ces hommes politiques. Il y aurait un premier risque, c'est effectivement de dire tous pourris, mais je passerai là-dessus. Parce que ça, effectivement, ça alimente le tous pourris et qu'est-ce qu'on en fait après. Mais ma question, c'était plutôt sur un aspect que vous avez souligné, c'est quand est-ce que les autres médias, c'est vos rapports aux autres médias, reprennent Mediapart. Moi, j'ai le sentiment, en tant que lecteur, que Mediapart, étant mieux, a peut-être un peu plus de poids. Que certains reprennent Mediapart sans citer Mediapart. C'est pas très sympa, mais c'est comme ça. Et je voulais savoir, enfin, ma question est double. Que pensez-vous donc de cette dans les autres médias? Et pourquoi, dans les gros médias, BFM, etc., sans faire de pub, effectivement, on ne voit pas souvent pourquoi vous n'êtes pas invité, contrairement aux autres. Quels sont vos rapports avec les équipes de BFM, je ne veux pas citer les autres, d'LCI? Mediapart n'est pas très présent. Alors voilà, quelle a été l'évolution? Ok, merci. On prend peut-être une deuxième question, comme ça on se prépare, monsieur. Merci. Moi, j'avais une question sur le cas de Caroline Cailleux et la HATVP. En fait, là, c'est la première fois qu'on voit une ministre qui se dépêche de démissionner pour pas que sa déclaration soit rendue publique. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que vous avez réussi à la voir? Parce que ça a été un peu compliqué. Il y a eu quelques infos dans la presse régionale à l'époque sur des problèmes avec les impôts, sur des terres forestières qu'elle détenait dans sa famille. Mais du coup, là, ça montrait vraiment une limite de la HATVP.
qui pouvait juste en fait faire peur, mais derrière on n'a pas du tout eu accès à l'information comme on aurait dû l'avoir. Alors qui veut répondre sur la première question? Ilyes ou David, peut-être? Ouais, donc, je peux tenter une réponse, mais je ne sais pas si on a tous le même avis. Mais sur l'écho que peut avoir les révélations de Mediapart dans les autres médias, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Pour être totalement transparent, puisqu'on est un peu dans les coulisses, je pense qu'il y a une inhibition collective à Mediapart d'aller se prêter à cet exercice, d'aller sur BFM TV, sur LCI, etc. Alors, pour parler de l'affaire Oudéa Castéra, il y a un truc tout bête. C'est qu'en fait, pour avoir 33 articles, je crois, in fine, sur l'affaire Oudéa Castéra, en fait, à partir de la première révélation, et comme je disais tout à l'heure sur le rapport, en fait, on ne fait que ça, c'est-à-dire d'essayer d'aller choper le rapport, d'essayer d'interpeller Amélie Oudéa Castéra, de se faire confirmer une information sur Parcoursup, etc. Donc en fait, en vrai, on a peu de temps pour aller défendre notre boulot sur les autres médias. Après, je pense qu'il y a alors, je mettrai une nuance. C'est vrai que peut-être qu'au début, mais ça, je laisserai les plus anciens de Mediapart. Non, mais c'est vrai que je suis arrivé plus tard à Mediapart. Je pense que Mediapart est beaucoup plus présent dans le paysage médiatique et que il est plus facile pour BFM et LCI d'inviter un journaliste de Mediapart. Après, en vrai, je pense que c'est aussi contraire à leur propre dispositif parce que un journaliste qui va sur un plateau Mediapart, c'est pour défendre son travail et rester sur les éléments factuels et matériels. Le dispositif médiatique d'aujourd'hui, c'est moins de s'intéresser aux éléments matériels et plus de commenter ou de s'indigner. Donc en réalité, eux, leur dispositif, c'est des éditorialistes, c'est du commentaire, etc. Parfois, les planètes s'alignent parce qu'ils ont besoin d'un journaliste de Mediapart pour asseoir leur démonstration, leur indignation, leurs commentaires, mais la plupart du temps, si vous regardez les dispositifs médiatiques LCI, BFM, il y a très peu de factuels, c'est dans un JT, et après on commente. Et c'est vrai, je pense que c'est totalement pas du tout l'identité et la marque de Mediapart. Nous, on va mettre en valeur nos informations, ou on va les analyser avec des partis pris, avec des analyses après nos révélations. Mais ce jeu-là, et je passe le micro après, mais sur Oudéa Castéra, c'est vrai que moi, c'était... Et je pense collectivement terriblement frustrant de voir que parce qu'une ministre dit que en fait il y a une contradiction, qu'elle a amené ses enfants scolarisés parce que le public n'est pas capable de remplacer les profs, en fait elle a cloisonné le débat. C'est-à-dire, on était sur pourquoi elle a choisi de scolariser ses enfants à Stanislas. On a totalement oublié qu'elle était ministre de l'Éducation, on parlait d'un établissement ultra problématique, qu'on était ministre d'un gouvernement qui avait décidé de faire la lutte contre le harcèlement, notamment homophobe, une de ses priorités, qui avait décidé de faire de la lutte des violences sexistes et sexuelles une de ses priorités dans un établissement où, grosso modo, on apprend aux hommes à être violents ou en tout cas à dénigrer les femmes et aux femmes à être soumises aux hommes. En fait, le débat médiatique, il a repris simplement les arguments politiques. Et c'est vrai que Mediapart, on met beaucoup d'énergie à essayer de décentrer, de dire, non, n'oubliez pas qu'en fait, c'est pas l'argumentaire de la ministre qui vaut pour vérité, mais qu'en fait, c'est aussi tous les autres éléments qu'il y a dans l'article. Rajouter un tout petit élément, c'est que c'est une question qui est au cœur de notre réflexion stratégique, y compris dans le moment particulier qu'on vit de changement de direction. C'est comment incarner sans personnaliser, comment faire... Enfin, la question du temps et du temps de production des papiers, c'est un vrai sujet, quoi. Comment faire être à la fois au travail, mais à la fois en représentation, parce qu'on sait à quel point, et je crois que l'un d'entre nous l'a dit, à quel point si nos informations ne sont pas reprises, en fait, elles peuvent tomber. Alors, elles auront des traductions judiciaires, elles auront des traductions même de législatives, puisque les instances de contrôle ont évolué, en partie aussi grâce à des enquêtes de Mediapart. Mais ça, c'est du temps long. Et c'est vrai qu'il y a toujours une frustration à voir que des enquêtes parfois incroyables, en fait, qu'on produit ne trouvent pas d'écho parce qu'elles sont pas sur France Inter, parce qu'elles sont pas sur BFM, parce que voilà. Et je cite que des médias un peu traditionnels. Donc cet enjeu d'être à la fois un acteur un peu mainstream, mais aussi d'être un acteur à part, c'est vraiment au cœur de l'attention qu'on essaye de résoudre en multipliant les figures féminines, masculines, en multipliant les visages qui vont s'exprimer sur Mediapart. Mais on est vraiment pris dans cette contrainte de temps. On est pris dans la contrainte de production, de fabrication de l'info continue, qui, comme l'a dit
David ne valorise pas forcément ce que nous on veut défendre, mais je crois qu'on est tous un peu en train de se bouger, se forcer là-dessus, même si on n'aime pas forcément l'exercice, parce que c'est aussi un enjeu de survie financière. Enfin, si les gens s'abonnent, si les gens connaissent notre travail, c'est parce qu'ils en entendent parler, puisqu'en plus on est dans un univers d'indépendance qui d'une certaine manière nous contraint. Il a 1000 vertus, mais c'est aussi une contrainte avec laquelle on doit travailler. Juste pour prolonger là-dessus, il y a aussi ce qu'on veut nous, ce qu'on voudrait, et en fait l'écosystème dans lequel on évolue. Et en fait notre ligne éditoriale, on bouscule en permanence des intérêts qui sont les intérêts notamment de propriétaires des médias que vous avez cités. Et donc il faut qu'on soit extrêmement lucide vis-à-vis de ça. Pendant plusieurs mois, sur tout un tas de sujets, on était boycotté par certaines chaînes de télévision. On comprenait pas nécessairement pourquoi, parce que en fait on a des bonnes interactions avec les journalistes de terrain, il n'y a aucun problème là-dessus, mais on a eu la clé de compréhension de tout ça dans un des volets de l'affaire libyenne de Sarkozy-Kadhafi, où il y a eu des écoutes judiciaires entre une communicante proche du couple Macron qui s'appelle Mimi Marchand, qui est à la fois proche des Macron et proche des Sarkozy, qui discute au téléphone avec Marc-Olivier Fogiel, qui est le directeur de BFM TV, et l'écoute est stupéfiante parce que elle traduit ce que nous on ressentait, c'est il faut tuer Mediapart. Et donc ça, c'est en fait, on est dans cet écosystème-là. Donc on a beau se dire, oui, il faut qu'on déploie nos informations, il faut qu'on soit invité à la télévision, qu'on diversifie les profils, etc. En fait, on bouscule leurs intérêts. Et donc il y a eu une stratégie, il y a eu 2 vies dans l'histoire de Mediapart, dans les 16 ans de Mediapart. Il y a eu toute la première phase qui a été de décrédibiliser ce média, de dire en fait ce que vous sortez, vous êtes des fous furieux, l'affaire Cahuzac c'est n'importe quoi, c'est faux, etc. Et ça c'était une stratégie qui était délibérée. On a eu les coulisses de tout ça. C'est des agences de communication extrêmement puissantes, connectées au pouvoir, qui sont payées pour ça. Et maintenant, la seconde phase, c'est plus de nous décrédibiliser parce qu'ils sentent bien que sur ce terrain-là, on est un peu armé, mais c'est de nous isoler. Et il y a une vraie stratégie ces dernières années de nous restreindre, de parler de nous quand vraiment il n'y a pas le choix, Blanquer à Ibiza, Oudéa Castéra, etc. Mais l'affaire libyenne Sarkozy-Kadhafi, est-ce que vous avez entendu parler d'un plateau sur cette affaire à BFM TV? Non, la seule fois qu'ils en ont parlé, ils en ont fait des tartines, c'est quand ils ont rémunéré un des témoins de cette affaire pour qu'il change de version. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ça a été complètement monté par une équipe de proches de Sarkozy. Donc quand même, quand on va sur des dossiers vraiment très très proches du pouvoir et qui bousculent des intérêts politiques ou industriels, on se rend compte, et c'est légitime en fait, qu'on est tellement à contre-courant que ça frotte. Juste sur Caroline Cayeux, du coup, là aussi il y a un enjeu de temporalité en fait, c'est que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, elle publie des déclarations de patrimoine une fois qu'elle a procédé à l'examen de la situation. Donc ça prend plusieurs mois. Par exemple, aujourd'hui, on n'a toujours pas accès aux déclarations de patrimoine des membres du gouvernement actuel. Donc nous, on fait F5 tous les jours en attendant que ça arrive, mais on n'y a pas accès pour l'instant. Et Caroline Cayeux, ce qui s'est passé, donc, c'est qu'elle avait, aux yeux de la HATVP, mais c'est pas la HATVP, elle travaille avec l'administration fiscale, sous-évalué le poids de son patrimoine, et donc pour diminuer depuis des années en fait l'imposition à laquelle elle était assujettie sur son patrimoine immobilier. Eh bien, quand en fait elle a quitté le gouvernement, en fait le mécanisme immédiat, c'est que la déclaration de patrimoine est supprimée. Donc nous on l'a archivée, on a la déclaration antérieure, mais par contre on n'a pas eu accès aux éléments rectificatifs qui ont été ensuite apportés. Par contre, ce qu'on sait, c'est ce qu'on a révélé l'été dernier, c'est qu'il y a eu des contestations de Caroline Cayeux sur c'est des dossiers en plus extrêmement techniques, hein, les dossiers fiscaux. Donc sur l'appréciation initiale du contrôle qui avait été opéré. Et après ça, il y a eu une nouvelle salve de vérification par la Direction Générale à Bercy, donc la DGFiP, l'organisme qui travaille sur ces dossiers-là et qui a conclu en fait aux mêmes conclusions préliminaires qui avaient été rendues, et donc qui a fait un signalement article 40 donc à l'autorité judiciaire pour des faits des soupçons de blanchiment de fraude fiscale. Et donc aujourd'hui c'est une enquête judiciaire qui est en cours et qui va peut-être aboutir à un procès. Mais effectivement, du coup, il y a une opacité aujourd'hui sur on n'a pas de déclaration qui nous permette de faire en fait un différentiel et de voir exactement combien d'impôts a été éludé et sur quelle période exacte.
Bonjour, merci. J'avais une question sur les strates du dessous. Alors je pense notamment à Alexis Collère, mais pas que. C'est-à-dire que tous les conseillers, les comités, enfin tous les proches des ministres, mais y compris les assistants parlementaires. Alors on a beaucoup parlé des enfants, des neveux, des nièces. Voilà, ça a un peu changé sur le sujet. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'à la fois côté HTPP, à la fois côté information, etc., on a assez d'infos, et deux, est-ce que, je suis désolée de le dire comme ça, mais il n'y a pas des trucs cachés, quoi. Alors Alexis Collère, vous avez fait du super boulot, mais tous les ministres ont des DIRCAP juniors, des adjoints, des machins, qui sont susceptibles d'avoir leur propre conflit d'intérêts et autres vies antérieures. C'est les deux spécialistes de ces questions, donc je vais leur laisser la parole. Ah ok, pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. Bonjour. Moi, ma question, ça porte finalement sur le sujet de la conférence. Comment est-ce que concrètement on enquête sur des ministres? Est-ce que ça diffère quand on touche aux politiques? Et peut-être aussi le rapport aux sources, est-ce que c'est plus compliqué? Comment est-ce que vous vous y prenez au niveau des sources, etc. Juste sur la question des contrôles par la HATVP, juste pour refaire un peu l'architecture institutionnelle de comment ça marche et pour que tout le monde ait un peu le même niveau parce qu'on utilise un acronyme. Voilà. Donc la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui a été créée après l'affaire Cahuzac par François Hollande. Donc elle passe au crible tous les membres du gouvernement qui sont donc, mais aussi les parlementaires qui sont tenus donc de remplir des déclarations d'intérêt, et ça, elles sont accessibles au public, même un maire, même des conseillers métropolitains, des conseillers régionaux, etc. Vous pouvez y avoir accès et vérifier que le maire de votre bled a bien rempli correctement, et ça, c'est très utile à la fois pour nous comme pour la HATVP, parce qu'ils reçoivent un certain nombre de signalements d'administrés, et c'est un contrôle en fait public qui est opéré sur les responsables. Mais il y a aussi toute une partie qui est un peu invisible et qui concerne justement la question que vous posiez sur les conseillers ministériels, les membres d'administration, en fait, qui ont en plus parfois beaucoup plus de poids dans la décision publique que peuvent en avoir des ministres, etc. Donc on a parlé d'Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, mais l'ensemble des conseillers ministériels sont également tenus de remplir des déclarations d'intérêt, donc signifiant en fait quelles ont été leurs activités ces 5 dernières années, mais aussi la profession de leurs conjoints, pour vérifier qu'il n'y a pas de situation de conflit d'intérêts. Par exemple, si on a travaillé dans l'industrie phytosanitaire ces 5 dernières années et qu'on rentre au ministère de l'Agriculture, eh bien évidemment, il va y avoir un contrôle qui va être opéré, et ensuite un dialogue entre l'administration et la haute autorité pour savoir en fait si on a le droit de s'occuper de telle ou telle thématique qui pourrait rentrer en conflit avec les intérêts qu'on peut avoir, ou si je travaille au ministère des Transports et que ma compagne ou mon compagnon est responsable des affaires publiques de Volkswagen, par exemple, eh ben, il est évident qu'il va y avoir à ce moment-là une alerte au sein de la haute autorité pour vérifier que le périmètre et que je ne suis pas en conflit d'intérêts sur la prise de décision publique, mon rôle en tant qu'agent public vis-à-vis des intérêts privés que peut avoir mon foyer ou que peut avoir mon conjoint. La limite à ça, c'est qu'on est sur du déclaratif et qu'il arrive bien souvent, en fait, que nous, on tombe sur des situations où soit des membres de cabinet ou dans la haute fonction publique ne respectent pas en fait les règles de déport telles qu'elles ont été édictées en dialogue avec l'administration. Ça a été le cas y compris dans la préfectorale sur un dossier qu'on a révélé et qui a amené à la condamnation pour prise illégale d'intérêt de l'ancienne préfète de la région centre sur des conflits d'intérêts avec Nexity, donc un promoteur immobilier pour lequel elle travaillait avant et dont elle a favorisé les intérêts en tant que préfète ensuite. Eh bien, c'était extrêmement intéressant de voir au moment de ce procès-là, en fait, qu'il y avait eu une forme de fuite en avant de la part de cette préfète, alors qu'elle avait une carrière absolument longue au sein de l'administration, qu'elle avait été à la tête de l'administration, notamment au ministère de l'Environnement, que c'était une haute fonctionnaire de qualité, mais qu'en fait, elle avait complètement outrepassé toutes les
précautions qu'elle aurait dû prendre sur le traitement de ce dossier. Donc il peut y avoir ce cas de figure-là. Et l'autre cas aussi, c'est des changements de situation dont la HATVP, donc cette haute autorité, n'est pas avisée. Et donc nous, on a un vrai rôle aussi, quand on révèle des affaires, souvent le premier réflexe de la haute autorité, c'est d'aller fouiller dans ses archives, vite de voir les dossiers et de regarder si les faits qu'on révèle en fait sont à la fois conformes aux règles édictées dans un dialogue avec les conseillers et conseillères concernés, mais aussi au regard des déclarations spontanées qui ont été effectuées par ces fonctionnaires-là, notamment quand il y a des changements de situation. En fait, on est tenu d'indiquer quand il y a un changement de situation qui pourrait percuter. Donc c'est un dispositif qui est à la fois déclaratif et donc imparfait, et en même temps la haute autorité, on peut bien le comprendre, n'a pas les moyens de contrôler semaine après semaine l'ensemble des conseillères et conseillers du gouvernement. C'était juste un petit mot sur les collaborateurs, les conseillers ministériels, parce que c'est vrai que c'est un sujet, je suis d'accord avec vous, qui est central, qu'à Mediapart, on a identifié depuis longtemps comme un point de vulnérabilité, en fait, un point d'entrée pour les lobbyistes en tout genre, et c'est beaucoup plus discret qu'un ministre, et c'est évidemment par là que beaucoup de choses passent. Et je crois qu'à Mediapart, on a été un des premiers journaux à enquêter vraiment sur les conflits d'intérêts, à imposer cette notion dans le débat public alors qu'elle n'existait quasiment pas. Mais c'est difficile d'intéresser le grand public. Les ministres, on voit tout de suite, ça peut être repris, pas toujours, mais ça l'est quand même souvent. Un collaborateur de ministre, enfin on voit le nombre d'infos qu'on sort là-dessus qui ne sont pas reprises, qui ont peu d'impact, etc. C'est très difficile. Et ça me rappelle une enquête qu'avait menée Michael Ashdenberg sur Aquilino Morel, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un des premiers conseillers présidentiels, en l'occurrence, sur lesquels on a travaillé, qui avait fait grand bruit à l'époque. Vous vous souvenez, c'était un des conseillers principaux de François Hollande à l'Élysée. Et Michael avait découvert qu'il était aussi inspecteur à l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et qu'il avait eu des contrats, alors qu'il était haut fonctionnaire, au service de certains laboratoires. Ce qui nous paraissait, nous, être complètement contraire au minimum de déontologie requise. Et donc, il avait cette belle information-là, mais en même temps, on se disait, comment est-ce qu'on franchit le mur médiatique avec ça, et donc il a écrit un article où il racontait ça, mais où il racontait aussi d'autres dérives qui nous semblaient, nous, un peu moins importantes. Par exemple, que Aquilino Morel, qui avait un drôle de rapport à l'argent, faisait venir son cireur de chaussures à l'Élysée pour lui cirer ses pompes. Et tout ça était dans le même article, et on a bien vu, quand l'article est sorti, quand même, que ce qui a été retenu dans le grand public, ce qui a été repris beaucoup par les confrères, c'est ces anecdotes-là qui nous semblaient dire beaucoup du personnage, mais être quand même pas très importantes sur le fond. Et c'est d'ailleurs, je crois, ce qui a été retenu dans cette affaire. Qui se souvient pour qui il avait travaillé, avec qui il avait signé des contrats quand il était haut fonctionnaire. Il n'a jamais été condamné, Aquilino Morel, et aujourd'hui il donne des leçons politiques à beaucoup de monde. Mais voilà, et c'est vrai que c'est difficile. Pour nous, c'est vraiment un sujet important, mais sur lequel c'est difficile de sensibiliser et de faire passer les infos. Je crois qu'en plus on est tenu par le temps parce qu'il faut qu'on rende l'antenne dans quelques petites minutes. Je vais répondre rapidement à la question sur le rapport aux sources et peut-être après prendre 1, 2, 3 dernières questions selon le temps qui nous reste. Ouais, je suis très à cheval sur le programme, les amis. Bah ouais, désolé, il y a des gens qui attendent. Ouais, 3 questions, c'était peut-être... sur le rapport aux sources, c'est une excellente question et qui est une tension quotidienne pour nous. Du point de vue du service politique, que je représente ici, nous, on a un réseau de sources politiques qui nous sert. Donc la notion de source, elle est un peu double dans ce cas de figure, parce que c'est à la fois des sources pour les enquêtes, à certains moments qui amènent des informations confidentielles, etc., mais c'est aussi des sources du quotidien. C'est aussi des sources qui nous permettent simplement de comprendre, je parle pour mon cas, par exemple, les sources autour d'Emmanuel Macron, du gouvernement, c'est des sources qui nous permettent de comprendre le quinquennat, de comprendre les choix politiques, de comprendre la prise de décision. Donc c'est des sources quotidiennes avec qui on échange, avec qui on prend des cafés, des déjeuners, etc. Et là, c'est du journalisme politique, entre guillemets, classique. Je fais... rien de révolutionnaire par rapport à mes confrères et consoeurs ailleurs. À Mediapart, il y a une singularité, une sorte de règle un peu tacite entre nous et les politiques,
où ils savent que à tout moment, à Mediapart, quand il y a l'arbitrage à faire entre la relation qu'on a avec une source et parfois l'importance de cette relation pour nous, pour alimenter des articles, là, on est entre nous, on peut se le dire. Donc quand il y a l'arbitrage à faire entre cette importance et une enquête et une information d'intérêt général, la pièce, elle tombe toujours du côté de l'information d'intérêt général. Pour le dire plus trivialement, une super source qui nous sert énormément au service politique, si on a une information, si dans un autre service, c'est souvent avec le pôle enquête qu'on a ces échanges, bah on a une info sur cette personne, il n'y a jamais l'arbitrage de préserver la source et il y a toujours l'enquête, et on sait, quand on est journaliste politique à Mediapart, qu'on peut perdre des sources qu'on travaille entre guillemets depuis des années en 24 heures parce qu'on a révélé quelque chose à leur sujet. Ça nous arrive ça nous arrive très souvent. Et donc parfois je maudis certains collègues, etc. Mais en fait c'est aussi une forme de... Dans l'aspect déontologique, c'est quelque chose qu'on assume, dont on est assez fier. C'est-à-dire oui, on a cette relation de journaliste à source, mais à tout moment, s'il y a une information qui nous paraît importante, elle passera avant cette relation. Et c'est aussi, je crois, du point de vue des politiques, quelque chose qui fait qu'ils respectent notre travail aussi. Et même quand ils détestent ce qu'on écrit, ils ont une forme de respect pour cette sorte de rigueur qu'on s'inflige, qu'on s'applique. Oui, le choix des verbes, c'est important. Et dernière chose, quand un ministre est nommé, je ne sais pas si c'est le bon verbe, vous m'arrêtez, mais on tapisse ce ministre. C'est-à-dire qu'on a quand même cette démarche proactive d'aller le quadriller, c'est-à-dire d'aller tracer autour de lui une sorte de toile d'araignée pour le comprendre, pour le connaître. C'est pas, parfois c'est caricaturé, Mediapart qui fouille les poubelles, etc. C'est d'abord en fait quelque chose de... On a besoin de connaître ces ministres-là, notamment pour nous, pour raconter leur action. On a besoin de les connaître, donc on active et on travaille énormément entre services. On a toutes et tous des sources différentes et on active en fait, à la nomination d'un ministre, nos sources pour le comprendre, savoir d'où il vient, pourquoi il est nommé, comment ça s'est fait cette nomination, qu'est-ce qu'il vient apporter. Ce premier quadrillage et cette première démarche proactive, à laquelle il faut ajouter aussi les alertes, c'est-à-dire ce que mes collègues disaient, c'est-à-dire des sources qui, à la nomination, ben, ça fait tilt et tiens, on va dire à Mediapart que l'on connaît telle ou telle information. Ces deux mouvements mutuels et comment dire, consécutifs à la nomination d'un ou d'une ministre, c'est ce qui alimente ensuite nos enquêtes. Dans la plupart des cas, ça n'alimente pas d'enquête ça n'alimente pas de scoop. Ça nous permet juste de mieux connaître, de comprendre, de savoir. Et parfois, dans ce travail de quadrillage qu'on essaye de faire ensemble avec des sources politiques, dans l'administration, dans les différentes collectivités, les services publics, bah parfois ce travail il amène un scoop. Mais c'est énormément de travail invisible pour quelques scoops dans l'année dont on parle depuis tout à l'heure. Une dernière question, deux dernières questions? Deux? Merci. Pour les sources, est-ce que les sources sur des affaires du gouvernement actuel viennent de l'opposition ou c'est des sources gouvernementales qui veulent détruire à l'intérieur d'autres de leurs collègues sans révéler? Est-ce que vous êtes utilisé pour des guerres 1? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que certaines de vos sources vous utilisent pour régler les comptes de la majorité? Et qu'en pensez-vous de ça? Merci. Ah, il y a un débat. Qui prend? David Perrotin. Personne ne veut la prendre, c'est une bonne question. En fait, c'est pour ça qu'on ne veut pas la prendre, parce que c'est une très bonne question. Non, mais qu'on soit utilisé par des sources, je pense que ça... en fait, on part du principe, quand on a une information, qu'on est utilisé. On sait très bien qu'il peut potentiellement, et ça arrive très souvent, qu'il y a un agenda derrière, et qu'évidemment, si on nous... Enfin, j'ai pas d'exemple, enfin, je vais pas citer les exemples en tête, mais ça peut, voilà, tel ministre est nommé, bon, bah, soit quelqu'un qui, politiquement, n'est pas du même bord, est agacé, etc. Je pense qu'à partir du moment où on part du principe, nous,
ce qui nous guide, c'est véritablement l'intérêt général, l'intérêt informatif, l'intérêt public. Donc, c'est-à-dire que, en gros, la motivation d'une source n'importe peu, puisque de fait, il faudra recouper l'information, il faudra savoir si c'est un intérêt, et ça me permet de juste rebondir sur le tous pourri qui a été évoqué tout à l'heure. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, parce que quand on parle de tir aux pigeons, etc., nous, on sait, Mediapart, pourquoi on bosse, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'intérêt de l'information. C'est-à-dire qu'en gros, on part du principe encore qu'un ministre est supposé incarner une forme d'exemplarité. Et du coup, s'il y a une contradiction avec la politique qui mène, ou s'il y a une contradiction avec la loi, on part du principe que cette info, elle est intéressante à révéler, puisque, voilà, dans un monde idéal, on se dit que ça peut participer au débat public, éclairer le futur électeur ou l'électeur de ce temps-là. Et donc, en gros, qu'une source soit mal intentionnée ou pas, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'exemples où l'idée, c'est de se venger, etc. Mais et pour d'autres milieux, comme le milieu des violences sexistes ou sexuelles, c'est bien autre chose qui joue, mais l'intention des sources, en fait, elles sont tellement multiples que nous, ce qui compte, c'est l'intérêt de l'information qu'on va essayer de vérifier. Mais on s'arrête là, merci beaucoup. J'en profite pour dire 2 choses. Le débat qui suit, c'est sur l'Argentine de Milei. Et pour celles et ceux qui sont encore curieuses des coulisses des enquêtes, il y a un autre débat, Antion, si je ne me trompe pas, à 17h30 avec tout le service enquête. Donc vous pourrez aussi poser des questions. Merci.